je m'appelle Élie Douget, je suis doctorant en sociologie à l'EHESS, au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, et je travaille depuis septembre sur un sujet de thèse à propos du rapport des classes populaires à la santé dans les zones rurales. Alors du coup, on avait une question toute simple à te poser. Est-ce qu'on est tous égaux socialement par rapport à la santé? Alors, non, on n'est pas tous égaux socialement face à la santé, pour une bonne et simple raison, c'est que quand on observe la manière dont les positions sociales peuvent avoir un lien avec les états de santé des individus, on observe que effectivement, lorsqu'on est défavorisé en termes de position socio-économique, pas que, mais entre autres positions socio-économiques, on sera aussi défavorisé au niveau de l'état de santé général, mesuré par différents indicateurs. On peut le mesurer en général par l'espérance de vie, Mhm. mais aussi on est plus exposé à certaines maladies, à certaines pathologies, et l'état de santé global des personnes défavorisées socialement est moins bon de manière générale que celui des personnes favorisées. Mais ça veut dire que c'est parce que concrètement, les personnes les plus défavorisées ont une hygiène moins, moins bonne que les personnes favorisées, ou c'est plus, c'est quoi? C'est l'alimentation, c'est l'hygiène, c'est quoi qui joue? Alors, c'est plein de choses qui peuvent jouer. En sociologie, on en reste quand même beaucoup et on essaye d'appliquer les principes de Émile Durkheim qui consistait d'expliquer le social par le social. Ok. Et donc, quand on observe un fait social comme celui de ce qu'on appelle le gradient social de santé, donc le fait que plus on est défavorisé socialement, plus on sera dans un état de santé, enfin, moins on sera dans un bon état de santé que les personnes favorisées, on essaye de l'expliquer par d'autres faits sociaux. Donc D'accord. on explique le social par le social. Donc effectivement, il s'agit de plusieurs raisons. Tu évoquais la question de l'hygiène, la question de l'alimentation. Tout ça, ce sont des causes de ce gradient social qui relèvent en fait des styles de vie. Styles de vie eux-mêmes produits par des formes, on va dire, culturologiques des classes sociales, c'est-à-dire des formes de socialisation à la santé, des formes d'éducation et de socialisation primaire et secondaire qui impliquent des habitus, pour parler en termes très bourdieusiens, différents et notamment des rapports au corps, des rapports à la santé Ouais. eux-mêmes différents. Mais ça se limite pas à la question pure et simple des modes de vie. Il y a aussi des questions tout à fait matérielles, parce que, comme je le disais, défavorisé socio-économiquement, ça correspond aussi à des échelles de revenus, des échelles de ressources très matérielles, économiques, auxquelles les personnes ont accès. Et évidemment, l'accès derrière aux services de santé, aux soins, est lui-même conditionné par le fait d'avoir accès à des ressources économiques. Ok. Mais alors du coup, dans le système français, normalement, on part de l'idée que le système de santé, il est assez égalitaire et il gomme les inégalités grâce à la sécurité sociale. Tu vois, on se dit qu'on est tous égaux, mais en fait, c'est plus complexe que ça. Alors oui, bien sûr, c'est plus complexe que ça si on considère le système de santé français. En fait, le système de santé français, en effet, déjà, il est largement socialisé avec la sécurité sociale et financé par le biais des cotisations. Il est quasi gratuit et ce, de manière universelle, c'est-à-dire que tout le monde a accès à la base de remboursement de sécurité sociale pour ses soins, sauf quelques cas très particuliers, mais qui ont quand même accès globalement aux services de santé de manière gratuite ou quasi gratuite. Donc, on peut penser techniquement qu'il a tendance à gommer les inégalités face à la santé. Et en réalité, on est confronté à un paradoxe quand on regarde les inégalités de santé en France. C'est exactement le même qu'avec le système éducatif, en fait. C'est que même si le système de santé, comme le système éducatif, propose des services
quasi gratuit, financé de manière collective par l'impôt ou par les cotisations, les inégalités face à la santé et les inégalités scolaires sont en France particulièrement saillantes. Plus que dans d'autres pays européens où la manière de gérer le système de santé n'est pas forcément celle-ci. Ça tient à plusieurs choses, mais notamment ça tient déjà au fait qu'il ne suffit pas de lever la barrière financière pour régler la question des inégalités face à la santé, exactement comme il ne suffit pas de lever la barrière financière pour régler la question des inégalités scolaires. Et en fait, là-dessus, la comparaison entre les systèmes de santé et le système scolaire, elle est plutôt intéressante, notamment parce que, en fait, même si du coup on observe une massification de l'accès aux soins, massification de l'accès aux soins de ville, mais aussi de l'accès aux soins hospitaliers, en fait, ça se traduit aussi par des formes de filiarisation du système de santé. C'est-à-dire que concrètement, comme à l'école, même si de plus en plus d'enfants, d'élèves, d'étudiants, de personnes ont accès au système scolaire, il y a d'autant plus de filières différenciées qui vont être autant de formes de distinction pour les classes supérieures et de formes de relégation pour les classes populaires. Okay. C'est globalement la même chose avec le système de santé. C'est-à-dire qu'en parallèle de la massification de l'accès aux soins, on a multiplié aussi tout un tas de filières de soins qui sont plus ou moins réservées à certaines catégories sociales, et ce, de manière parfaitement inconsciente en tant que telle. Il ne s'agit pas de discrimination directe entre les catégories sociales, mais de fait, par exemple, le fait de rajouter quelques îlots d'institutions privées au sein du système hospitalier, le fait aussi d'avoir tout un ensemble de spécialisations médicales et soignantes qui vont être accessibles plus ou moins selon les classes sociales. Tout ça, c'est un processus de filiarisation du système de santé qui, dès lors, démultiplie en fait les inégalités. Et c'est pas parce que en fait on a rendu le système quasi gratuit, et j'insiste sur le quasi gratuit parce que le système de santé français, même si en effet il y a toute une base de remboursement assez large prévue par la sécurité sociale, c'est pas toujours en tiers payant, donc notamment par exemple pour les consultations médicales avec votre médecin traitant, c'est pas du tiers payant, donc il y a quand même quelque chose à débourser, même si on sera remboursé plus tard, il y a quelque chose à débourser de sa poche dès le départ. Et puis quasi gratuit aussi parce qu'il y a toute une offre parallèle privée, elle marchande et pas forcément bien remboursée, qui subsiste. Et c'est par ailleurs c'est la même chose dans le système scolaire. Mais donc, malgré le fait que que le système de santé soit quasi gratuit, en fait, on n'a pas vraiment levé la barrière sociale en général, et du coup, on s'attaque pas réellement aux inégalités sociales de santé à partir de là. Donc c'est ce qui règle un petit peu, enfin c'est en tout cas ce qui explique un petit peu ce paradoxe du système français, dont on pourrait penser de manière un peu intuitive qu'en levant la barrière financière, il est de fait moins inégalitaire que d'autres systèmes qui ne la lèvent pas, alors que en réalité il est particulièrement inégalitaire en termes sociaux. Ok. Ouais, le parallèle avec l'éducation, il est parlant. Ouais. C'est intéressant de voir les choses sous cet angle. Ok. Là, j'avais une autre question un peu plus précise sur la situation qu'on a actuellement de confinement. Tu vois, en fait, est-ce qu'on est tous égaux socialement vis-à-vis du confinement, dans le sens où il y a des personnes qui vont être les plus aisées, qui vont avoir des maisons assez spacieuses avec un grand jardin et qui vont pouvoir prendre le soleil, enfin, être plus confortables, et d'autres personnes qui vont être regroupées dans des petits appartements plus petits, sans balcon, en HLM, avec plus de personnes au mètre carré, donc il y a plus aussi de... Enfin, ils vivent le confinement très différemment, quoi. Oui, et bien sûr, cette période de confinement qu'on vit actuellement, elle est assez particulière parce qu'elle a tendance à exacerber
à la fois les inégalités sociales en général, pas seulement les inégalités de santé, mais aussi, t'en parlais, les inégalités résidentielles, les inégalités scolaires, les inégalités face au numérique, bref, tout un tas d'inégalités qui sont exacerbées parce que cette période de confinement, elle pose un tas de problèmes aux personnes qui ont des positions sociales défavorisées et de manière générale en fait aux classes populaires qui concentrent ces inégalités. Et donc, comme elles concentrent ces inégalités, aussi ce que le confinement rend d'autant plus exacerbé, c'est le caractère cumulatif des inégalités. Encore plus peut-être que les inégalités elles-mêmes, dont au quotidien on voit bien qu'elles existent, mais dont le caractère cumulatif, c'est-à-dire que le fait que les inégalités se concentrent toutes sur les mêmes personnes dans l'espace social, au sens où les personnes défavorisées dans un domaine, par exemple le domaine économique, les personnes qui ont le moins de revenus pour vivre, sont aussi celles qui sont défavorisées dans le domaine de la santé, dans le domaine résidentiel, dans le domaine de l'équipement numérique et aussi des compétences pour pouvoir utiliser ces dispositifs numériques. Bref, c'est vraiment ce caractère cumulatif qui est rendu réellement visible par le confinement, d'autant plus que derrière les inégalités en confinement, il y a les inégalités du confinement en général. C'est-à-dire que les inégalités en confinement, c'est que tout le monde, en effet, n'a pas la même situation pour faire face de manière sereine au confinement. On en a parlé, hein, les inégalités résidentielles, le fait d'avoir un espace de vie, un appartement ou une maison relativement grande et assez grande pour ne pas trop tourner en rond, le fait d'avoir des équipements à domicile qui permettent de maintenir du lien social, de maintenir du capital économique, de maintenir du capital culturel. Ouais, c'est ça. Tout ce qui permet de s'occuper, mais de s'occuper aussi de manière légitime. Tout le monde, par exemple, il y avait beaucoup de discussions autour de l'ouverture des librairies, ce qui pose la question, par exemple, de s'occuper par la lecture. Et s'occuper par la lecture, c'est une occupation qui permet largement aux classes supérieures aussi, en confinement, de maintenir leur capital culturel et même d'en accumuler d'autant plus en lisant à nouveau des bouquins, ce qui n'est pas forcément le cas parce qu'il faut matériellement avoir les bouquins et il faut culturellement que ce soit aussi un loisir et un divertissement légitime. Donc, en effet, il y a toutes ces questions-là d'emblée qui vont se poser, mais il y a aussi les inégalités du confinement en général, c'est-à-dire que les personnes confinées qui, du coup, sont potentiellement les moins exposées à la contagion du Covid-19 sont aussi celles qui, de base, subissent le moins les inégalités face à la santé. Les personnes qui aujourd'hui sont exposées et qui continuent de travailler en dehors de chez eux, c'est-à-dire qui ne peuvent pas faire de télétravail, ce sont des personnes, donc du personnel et des travailleurs, des travailleuses qui sont en contact régulier avec du public. Donc on parle beaucoup en ce moment des soignants et des soignantes, ce qui est tout à fait normal, hein, puisque c'est en effet ces catégories de personnel qui sont en première ligne actuellement de la contagion, mais aussi tous les métiers de service au public et même étant donné les mesures de confinement qui ont été prises, toute une part des ouvriers qui sont toujours amenés à travailler potentiellement dans des unités de production qui n'ont pas fermé. Donc, toutes ces personnes-là, en fait, si on regarde, si on accepte en fait une partie des soignants et des soignantes, notamment les médecins, même les infirmiers, les infirmières, si on accepte ça, en fait, c'est majoritairement des membres des classes populaires qui sont amenés à ne pas pouvoir se protéger de la contagion par le confinement à domicile. Et c'est de fait, de base, celles et ceux aussi qui sont le plus exposés à des formes de comorbidité dont on sait que c'est comme ça que se développent les formes graves du virus. Donc en fait, celles et ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas se protéger par le confinement, en dehors des inégalités face au confinement, ce sont aussi celles et ceux qui sont le plus exposés à des formes graves de la maladie. Et donc là encore, on a une illustration
assez terrible en fait du caractère cumulatif des inégalités. Ouais. C'est un peu de la chair à canon contemporaine, quoi. Bah, malheureusement, la métaphore de la guerre pousserait à en effet aussi utiliser à la filer en fait, et notamment filer cette idée potentiellement ouais, de chair à canon, même si je suis pas personnellement je suis pas très à l'aise avec la métaphore de la guerre qui a été utilisée, mais si on la filait, ce serait comme ça qu'on pourrait considérer celles et ceux qui aujourd'hui sont contraints et contraintes de sortir de chez eux pour aller travailler et pour mener leurs activités professionnelles. Donc en fait, oui, ce que tu mets un peu en avant, c'est la fracture qui existerait entre ce qu'on appelle le prolétariat urbain, tout ce qui va être éboueur, caissier, caissière et tout, oui, tous les gens qui sont au contact quotidiennement du Covid-19, mais dont on a besoin dans la rue pour faire tourner la société. Donc il y aurait une fracture entre eux et les classes les plus aisées qui peuvent se permettre le télétravail en fait. Il y a Bah, aussi une inégalité devant le télétravail. oui, oui, il y a clairement une inégalité devant le télétravail, puisque en fait, l'essentiel des gens qui travaillaient déjà en télétravail, donc avant le confinement et avant les mesures, c'était des personnes qui étaient majoritairement des cadres et donc qui occupaient les positions professionnelles les plus favorisées. Donc, mais c'est une inégalité devant le télétravail. En plus, elle est double, c'est-à-dire qu'on est inégalitaire il y a des inégalités face au fait de pouvoir faire du télétravail ou non, que notre activité professionnelle nous le permette ou non, mais même au sein du télétravail, tout le monde n'a pas les équipements et matériellement la possibilité de faire sereinement du télétravail. C'est plus évident de faire du télétravail quand déjà vous faisiez 1 ou 2 journées de télétravail dans le mois parce que votre poste de cadre vous le permettait, vous a permis de le négocier avec votre hiérarchie et que vous avez un équipement Internet de bonne qualité, plusieurs ordinateurs dans le foyer pour que chacun et chacune puisse mener ses activités sans que ça perturbe la vie de tout le monde. Et quand donc vous avez aussi l'habitude et les compétences pour maîtriser les outils les plus pratiques pour faire du télétravail. Et face à ça, il y a toute une partie des gens qui aujourd'hui pourraient faire du télétravail et font probablement du télétravail, qui font plutôt partie des classes populaires avec des employés. Bref, des gens qui ont des métiers qui permettent de faire du télétravail, mais qui n'ont pas l'appartement qui permet par exemple, s'isoler efficacement du reste de sa vie de confinement pour travailler, qui n'ont pas les équipements informatiques, etc., pour télétravailler de manière efficace, bref, et qui n'ont pas non plus les habitudes de télétravail, puisque c'est pas quelque chose qui se fait de manière absolument naturelle. En fait, c'est quelque chose aussi qui s'apprend. Il faut des compétences pour télétravailler. Et donc, à partir de là, déjà, face au télétravail, tout le monde n'est pas égal. Et en plus de cela, comme tu le disais, en effet, ce que tu appelles le prolétariat urbain, ce qu'on peut appeler de manière générale, je pense, des formes de prolétariat actuel, qui soient d'ailleurs urbains ou pas, c'est les personnes qui sont d'emblée les plus exposées à ne pas pouvoir télétravailler et donc à aller devoir s'exposer à l'extérieur et surtout au public. C'est-à-dire que c'est là aussi qu'on peut observer la manière dont le fait d'être en rapport avec des publics en général, du travail de guichet, du travail les caissières et les caissiers, les soignants et les soignantes évidemment, et toutes ces personnes qui sont au contact du public et dont les activités ne peuvent pas les empêcher d'être au contact de public, c'est leur activité, on se rend compte que ce sont des métiers difficiles. Et dans des cas d'épidémie, on se rend compte que ce sont aussi des métiers risqués. Et donc, à partir de là, encore une fois, on a l'exacerbation de certaines inégalités. Parce que même si là, on est en période épidémique où on comprend bien le risque que ça
pose de s'exposer à du public, les maladies infectieuses, il n'y en a pas qu'en temps de Covid-19. Ah bah oui. Donc pour ne prendre que cet exemple-là, le fait d'être exposé à du public expose aussi à des risques en termes de santé. Et pour revenir aussi juste un petit peu là-dessus, en fait, je pense que derrière la question télétravail, il y a aussi toute la question, quand on prend les inégalités de santé, se pose aussi toute la question en fait de l'impact du travail et sur les inégalités face à la santé de manière générale et pas seulement en temps d'épidémie. Par exemple, bon, d'emblée hein, sur le gradient social de la santé, c'est-à-dire le fait que plus on est défavorisé socio-économiquement, plus on sera défavorisé en termes d'état de santé. Si on prend au niveau des hommes, un ouvrier vit 7 ans de moins qu'un cadre. Donc, d'emblée, le fait d'être dans une certaine catégorie socio-professionnelle implique des inégalités face à la santé. Le fait d'avoir un travail dévalorisé expose à des risques en termes de santé. Le fait de ne pas avoir de travail et d'être dans des situations encore plus défavorisées expose encore plus. Typiquement, les personnes sans domicile fixe, leur espérance de vie aujourd'hui en France, c'est 50 ans. Donc, c'est 30 années de moins que le reste de la population, quasiment. Donc, d'emblée, le travail est un facteur de risque face pour la santé, face aux maladies, face aux différentes pathologies. Et on estime en fait en général que une pathologie, une maladie sur 5 serait liée à l'activité professionnelle. Tout en sachant aussi que, là encore, c'est plutôt sous-estimé comme chiffre, puisque la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie et en fait c'est le produit d'un rapport de force qui est pas toujours en faveur, notamment des travailleurs et des travailleuses les plus précaires ou qui sont le plus en bas de la chaîne de production. Donc encore une fois, là encore, on a une cumulativité des inégalités qui se traduisent in fine par des états de santé qui peuvent être très différents selon l'activité professionnelle qu'on exerce et la place dans la hiérarchie professionnelle qu'on a. Ok, c'est clair. Tu parlais des sans domicile fixe. En fait, il y a deux types de populations sur lesquelles on aimerait te poser des questions. Donc, c'est les sans domicile fixe et les prisonniers qui sont en système carcéral. Et ben ces gens-là, est-ce qu'ils ont, enfin, comment ils vivent la situation vis-à-vis du Covid-19? Parce que tu vois, les sans domicile fixe, c'est la double peine pour eux. Ils sont dehors et en plus ils sont exposés, encore plus que nous qui sommes confinés. Et pour les prisonniers, ben, la question c'est, est-ce que du fait qu'ils soient emprisonnés, ils sont déjà confinés donc ils sont moins à risque? Ou est-ce que c'est au contraire un facteur de développement du Covid-19 dans les prisons et donc ils sont plus à risque que nous? Alors, sur la question spécifique de la pandémie actuelle, c'est, je pense, encore difficile de concrètement voir les effets de ce qui se passe. Les données sont très partielles quand elles ne sont pas absentes et c'est encore trop frais, je pense, pour vraiment avoir des résultats qui soient rigoureux et cohérents. Ceci dit, de ce qu'on connaît de ces populations, on peut imaginer que, en effet, elles sont de toute façon plus exposées que les autres, quel que soit par ailleurs leur état résidentiel, c'est-à-dire confinées en prison ou enfermées à l'extérieur pour les sans domicile fixe. Donc, pour commencer sur les sans domicile fixe, qui est pas une, enfin dans les deux cas, hein, c'est pas des populations que moi je connais très bien, mais sur les sans domicile fixe, de fait, comme on sait que de base ils sont très exposés à des états de santé quand même souvent très dégradés, on peut imaginer que d'autant plus leur situation résidentielle qui les amène à ne pas pouvoir se protéger par un confinement efficace et dans des conditions, encore moins dans des bonnes conditions,
Le fait qu'ils soient relativement distants déjà des services de santé et des institutions de soins le reste du temps, et que ces services de santé, ces institutions de soins sont déjà sous tension, on peut imaginer que tout ça les expose clairement déjà à la maladie et ensuite aux formes les plus graves de la maladie. Et enfin, aussi, ça les expose à toutes les conséquences sociales et socio-économiques que prennent les mesures face à la maladie. Donc c'est de toute façon, hein, que ce soit les détenus et ici les sans domicile fixe, ce sont de toute façon des populations particulièrement exposées aux risques sociaux. Donc il serait étonnant qu'elles le soient moins dans une situation comme celle-ci. En ce qui concerne les détenus, bon, ils subissent déjà socialement le confinement de manière quand même assez violente. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que le confinement pour les détenus, là où on pourrait penser que ça ne change que peu leur quotidien, en réalité, ça implique l'arrêt des balades, l'arrêt des visites de la famille, l'arrêt en fait de tout un tas d'activités sociales qui permettaient de maintenir du lien et de maintenir des contacts avec l'extérieur, qui sont très importants dans la manière dont on vit l'emprisonnement. On peut déjà imaginer que ça expose, en tout cas à des risques sociaux, des risques en termes aussi, tout simplement, oui, des risques en termes de maintien du lien social, etc. Ça les expose de fait. Et ensuite, il faut voir que même si il y a du coup des formes de protection et de barrières qu'on tente de mettre en place pour éviter que le virus ne se diffuse dans ces établissements. Déjà, c'est des formes de protection et de barrières qui sont particulièrement limitées. On ne peut pas complètement enfermer les gens dans les prisons et ne plus avoir de contact avec eux. Donc, ça diminue les risques sans amener au risque zéro. Et en plus de ça, dans beaucoup de prisons, et notamment les maisons d'arrêt, il y a des formes de surpopulation qui sont clairement des facteurs de risque dès lors que le virus entre dans l'établissement. Quand il y a des personnes qui sont 3, voire 4 dans des cellules de 9 mètres carrés, c'est compliqué de tenir les distances de sécurité de 1 mètre qu'on nous rabâche partout. Quand on voit aussi les conditions d'hygiène qui sont particulièrement dégradées dans beaucoup de prisons françaises et qui font l'objet régulièrement de cadrage dans le débat public, sans que ça amène à beaucoup d'améliorations. Mais en tout cas, quand on voit aussi ces conditions d'hygiène dégradées, on peut imaginer que ça n'aide pas à limiter la propagation d'un virus comme celui-ci. Et enfin, ce sont aussi, comme les sans domicile fixe, les détenus sont aussi des personnes qui ont plus de mal dans l'accès et dans le rapport aux services de santé et au personnel soignant. Donc c'est ce cumul en fait de difficultés face à la santé, face à la maladie. Ça laisse à penser en tout cas que ça en fait des populations plus exposées que le reste lors de ce genre de situation. Et par ailleurs, sur les situations de confinement de force comme c'est le cas pour les détenus, il y a aussi d'autres populations qui sont particulièrement exposées. Il y avait une tribune justement de Didier Fassin récemment dans Libération qui en parlait. Et alors lui, il parlait des détenus et aussi des centres de rétention administrative dans lesquels on trouve des personnes migrantes dont par ailleurs le seul délit supposé est celui d'une situation administrative illégale ou du moins c'est souvent une situation administrative incertaine. Donc on peut aussi clairement poser la question du sort de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants dans les centres de rétention administrative dont les conditions d'hygiène et de surpopulation sont pas bien meilleures que dans les maisons d'arrêt.
Et on en parle aussi beaucoup. Alors, il ne s'agit pas de faire un parallèle direct dans les dans les formes de confinement, mais on en parle beaucoup actuellement. Il y a aussi les personnes dans les EHPAD, les résidents et les résidentes dans les EHPAD, qui ont été les premiers et les premières confinés, qui, de fait, même si c'est pas la même forme de confinement que les détenus ou les migrants et les migrantes dans les centres de rétention administrative, sont de manière générale quand même relativement confinés à leur établissement. Et là, on commence à voir aussi médiatiquement, encore une fois, il faudra attendre peut-être des données plus précises, plus robustes pour en tirer des conclusions, mais que ce confinement-là, de population à risque, dans les EHPAD, c'est surtout vis-à-vis de l'âge, mais aussi socialement, ce confinement-là de population à risque les expose plus qu'elle ne les protège, puisque une fois que le virus est rentré dans un EHPAD, on peut voir quand même qu'il fait des ravages en fait. Il fait littéralement une hécatombe, c'est 1 pour 10 quasiment. Donc c'est ce genre de confinement, ce genre de situation résidentielle collective, en fait, c'est plutôt des formes d'exposition au risque de la maladie que des formes de protection. J'avais une autre question qui va concerner, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais s'il faut revenir un peu dessus, par rapport à l'éducation. Là, tous les établissements scolaires sont fermés, donc c'est aux parents de faire classe à leurs enfants. Est-ce que là aussi, les inégalités culturelles sont pas exacerbées? Oui, bah, tout à fait. Les inégalités culturelles sont clairement exacerbées en ce qui concerne ben, l'éducation, l'école à domicile, l'école en période de confinement. Donc ça, comme les autres inégalités, elles sont clairement exacerbées. Mais encore une fois, elles sont cumulatives. C'est presque ça qui les exacerbe d'autant plus, c'est-à-dire que le fait, par exemple, d'être un couple de cadres dont les deux membres du couple peuvent faire aisément du télétravail, se répartir les tâches domestiques de sorte à avoir une continuité dans leurs activités professionnelles qui permet en fait de maintenir du capital économique. C'est clairement ça que ça permet le télétravail, il faut le voir comme ça. Et en même temps de faire l'école à domicile, ça redouble en fait les inégalités culturelles face à l'école, puisque de fait, les cadres et globalement ce qu'on appelle les professions intellectuelles supérieures sont, même sans la période de confinement, les plus à même d'aider leurs enfants dans leur réussite scolaire, que ce soit de manière consciente et directe par de l'aide aux devoirs qui aujourd'hui est globalement généralisée dans l'école à domicile, ou de manière inconsciente et indirecte par de la transmission de capital culturel légitime et d'attitude face à l'école légitime. Donc ça, c'est une première chose. Et en plus de ça, ce sont celles et ceux qui actuellement vont avoir le temps ou en tout cas les possibilités objectivement les plus fortes de s'organiser de sorte à faire une école à domicile continue et efficace. Ce qui est d'autant moins le cas dans les foyers de classe populaire, chez les populations précaires, où d'emblée la distance des parents et donc aussi des enfants à l'école, qu'elle soit à domicile ou pas, est plus forte, où l'aide aux devoirs est quand même particulièrement plus complexe à mettre en place, ne serait-ce que parce que pour aider aux devoirs des enfants, et quel que soit le niveau, il ne s'agit même pas d'aider aux devoirs des enfants qui sont en terminale S, mais l'aide aux devoirs en général pour tous les enfants, elle est d'autant plus efficace que les parents qui la prennent en charge sont eux-mêmes diplômés et ont eux-mêmes été de bons élèves. Donc il y a ça, et ensuite le fait aussi que c'est toute cette population-là qui est la moins, qui peut la moins profiter du télétravail, de l'organisation des tâches entre tâches domestiques et tâches professionnelles de manière égale, etc. Donc d'emblée, en effet, il y a cette question donc, des inégalités culturelles
face à l'école qui va être redoublée et qui va se poser. Et là-dessus se surajoute encore, et c'est ça, hein, c'est vraiment ça le côté cumulatif des inégalités, des formes de fracture numérique. Parce que c'est pareil, en fait, le fait de pouvoir utiliser des outils numériques pour maintenir ou pour transmettre du capital culturel, c'est quelque chose qui est socialement situé. Le fait, comme je disais tout à l'heure, hein, le fait d'avoir un ordinateur, plus d'un ordinateur par foyer, ou tout simplement même un ordinateur par foyer, une connexion Internet assez solide pour pouvoir utiliser les applications en ligne, pour pouvoir avoir accès aux différents documents, etc., dans les temps. Tout ça, c'est à la fois matériellement et culturellement, encore une fois, la fracture numérique redouble encore les inégalités dans la période de confinement. Donc, c'est c'est pareil, il va falloir attendre des données plus robustes et peut-être plus complètes pour mesurer concrètement l'effet du confinement, parce que on va être en tout cas pour les sciences sociales, je pense que notamment les sciences sociales qui s'intéressent à l'école ou qui s'intéressent à la santé aussi, il y aura des situations de quasi-expérience naturelle à exploiter et avec potentiellement des données très intéressantes pour étudier justement la question du cumul et de la transmission des inégalités. Euh, mais sans données robustes, on ne peut pas en tirer des conclusions définitives, mais il n'empêche que tout laisse à penser, et il serait très étonnant que le confinement participe à une réduction de toutes ces inégalités plutôt qu'à leur exacerbation et au moins leur maintien, quoi. Mais alors du coup, le risque est que cet effet cumulatif là, c'est pas que cette crise sanitaire se transforme en crise sociale? Mais en fait, je pense que à ce niveau-là, si on veut cadrer le problème comme ça, la crise sanitaire, elle est déjà une crise sociale. Il ne s'agit pas de penser qu'il y aurait d'un côté les problèmes de santé qui, pris au niveau sanitaire et collectif, deviennent des problèmes de santé publique, mais toujours des problèmes de santé qui seraient indissociables des problèmes sociaux, des inégalités, et que les deux seraient indépendants. En fait, la question des inégalités sociales face à la santé, elle insiste sur ça en fait, c'est-à-dire que on ne peut pas envisager des politiques sanitaires, des politiques en matière de santé publique sans prendre en compte les espaces sociaux dans lesquels elles s'appliquent. Ce qui veut dire concrètement que quand on est face à une crise sanitaire comme celle qu'on vit actuellement, c'est des crises, c'est des crises en fait qui sont concrètement des crises sociales, c'est-à-dire de prise en charge sociale de l'état de santé des individus au niveau collectif. Donc, à partir de là, une crise sanitaire, c'est difficile de la voir autrement que comme une crise sociale où les inégalités jouent à plein dans la manière dont les différents individus vont pouvoir faire face à cette crise. Bon, on va peut-être te poser une dernière question pour conclure. Une question toute simple, est-ce que tu aurais un conseil lecture ou un conseil documentaire pour des gens qui veulent creuser les questions de sociologie de la santé et qui n'ont pas de connaissances a priori tu vois, un truc de vulgarisation? Alors, c'est pas spécifiquement de la vulgarisation, mais je pense pas que la lecture en soit trop complexe, ou du moins il faut pas hésiter à aller voir les introductions des différents articles, mais je conseille vraiment le numéro spécial que Agon en 2016 avait consacré à la médecine de classe, et qui est un numéro très bien fait, qui reste une revue scientifique, donc avec parfois un peu de jargon spécifique aux sous-champs de la sociologie de la santé et de la sociologie de la médecine, mais qui, je pense, est relativement accessible à des gens qui connaissent déjà un peu les questions, enfin les sciences sociales en général. Ensuite, sur la question des inégalités de classe en général,
Je conseille vraiment la sociologie des classes populaires, qui est un manuel qui a été publié chez Armand Collin, il me semble, et qui fait une synthèse très, très efficace des travaux sur les classes sociales en général. Une des choses, une des lectures qui peut être assez sympa actuellement, c'est de lire les vieux travaux d'Antoinette Chauvenet à propos justement de la médecine de classe et de la filiarisation du système de santé, qui sont très intéressants à mettre en parallèle des travaux qui sont faits en sociologie de l'éducation. Et si justement là-dessus, sur ce parallèle, il y a un petit article qui doit être trouvable en ligne de Christian Baudelot, qui revient sur les inégalités de santé. Voilà, sur la question statistique, il y a un article de Thibaut de Saint-Paul dans Regard croisé sur l'économie, je ne sais plus en quelle année, mais qui revient de manière très claire et synthétique aussi sur les questions d'inégalité face à la santé. Ok, eh ben, je te remercie. Bah, merci à vous surtout.